été invité. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la pause raisonner. On va raisonner, on va essayer. On va commencer déjà par présenter. Donc moi je m'appelle Charlottine, je suis orthophoniste et je suis formatrice en formation initiale et continue. Voilà. La Caroline Montera-Juny, je suis médecin généraliste dans un petit village installé près de Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Et je suis chef de clinique au sein du département de médecine générale de Nancy. Et moi, je suis médecin anesthésiste animateur à l'hôpital d'enfants de Nancy. Et j'enseigne auprès de l'école des infirmières d'anesthésie ainsi que l'hôpital universitaire qui est arrivé, une simulation. Et puis les infirmières d'anesthésie font leur stage chez nous et donc une formation qu'on a créée dans le service. Donc, alors, comme vous l'avez peut-être lu dans le pitch, aujourd'hui on a choisi un article qui va vous parler de raisonnement clinique. D'après Higgs, c'est la référence qui était choisie dans l'article. Le raisonnement clinique, c'est l'ensemble des processus de pensée et de décision qui conduisent à une résolution de problèmes cliniques. Ce qui est intéressant dans l'article qu'on a choisi, c'est qu'on parle de raisonnement clinique longitudinal, alors que le raisonnement clinique, on sait qu'on en parle beaucoup depuis de nombreuses années, mais essentiellement au niveau diagnostic. Voilà, et puis là, on va parler de raisonnement clinique dans un contexte de multimorbidité. Et la multimorbidité, c'est 2 maladies chroniques ou plus. Voilà. Et donc, dans l'article, on se demande un peu comment décrire les processus et les enjeux du raisonnement clinique longitudinal des professionnels de santé lors du suivi des patients polypathologiques. Voilà, et donc pour ça, on va vous montrer une petite vidéo, un peu artisanale, mais alors, on espère, l'acoustique de la salle n'est pas extraordinaire, donc voilà, vous me dites si vous entendez rien, on va faire, voilà. Alors, Soyez sages et vous entendrez bien. Voilà, je vais vous ça. Salut Claire, ça va? Salut Caro, ça va? Ça va. Et on pose aussi? Oui, je suis presque en pause pédale, tu vois. Je peux te déranger 5 minutes? Oui, bien fait. Je vais te demander un avis pour Madame Boré-Deleu. C'est une personne de 70 ans qui est malade de Parkinson. Puis comme tu le sais, elle a des troubles de la déglutition. Et en fait, elle m'a demandé si elle pouvait manger du foie gras. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non? Oui. Ouais. Bah, alors en termes de texture, le foie gras pour elle, ce serait juste parfait. En revanche, il ne faudrait pas qu'elle le mette sur du pain parce que sinon il y a des doubles textures et là ça favorise le risque de fausse route. Voilà. Donc, et puis si elle vous fait une fausse route, elle risque de se retrouver en verre chez Christina. Ça doit pas. Voilà, mais c'est top. Mais en revanche, elle est belle, elle décide ses patientes. Ça pose pas de problème avec le foie gras? Écoute, tu vois, pour une fois dans l'année, là, ça pose pas de soucis, on peut les laisser dans le petit plaisir, quoi. D'accord. Par contre, elle a aussi une insuffisance cardiaque. Ouais. Et donc, bon, en gros, voilà, le foie gras à Noël, ça passe. Après, si elle se fait sa petite bourgie litre en plus, qu'on ne lui dit pas qu'il ne faut pas rajouter un peu de sel de Guérande, ça risque de mal se passer, elle peut faire une décompensation cardiaque. Ah oui, non, ouais. Bon, bah écoute, je n'avais pas du tout cette notion-là de décompensation cardiaque et le sel. Bah, je lui en parlerai quand j'y arriverai la semaine prochaine. Comme ça, je mais du coup, c'est pas simple quand même. Tu vois, moi d'habitude, quand j'ai juste la maladie de Parkinson, c'est déjà pas évident de devoir tout gérer, de devoir tout clinique. Mais alors là, maladie de Parkinson, diabète, insuffisance cardiaque, ça doit pas être évident pour la beauté des patients médecins. C'est ce qu'on appelle des patients multimorbides qui ont au moins 2 maladies. Multimorbides? Je suis d'accord avec toi, moi je préfère aussi le terme de patients polypathologiques. Et du coup, il y en a pas mal en fait, c'est au moins la moitié de ma patientèle. La moitié de ta patientèle? Waouh! Ah oui, je n'avais pas du tout cette notion-là, mais ça ne doit pas être évident en termes de raisonnement clinique. Tu vois, moi, ça
tu vois, quand on a des patients compliqués, selon ce qu'ils ont, selon ce qu'ils nous disent, on va plutôt prendre celui-là, 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 et puis nous, il faut qu'on fasse les liens entre tous les livres. C'est pas forcément évident. Ouais, tu vois, moi, du coup, je verrais ça un peu comme une toile d'araignée avec différents liens qui se tissent entre les pathologies, les événements de vie, etc. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment toi, tu peux raisonner par rapport à ce type de patient, la bibliothèque et tout. Même si on ne peut pas toujours dire qu'on lit comme dans un livre ouvert, je suis pas sûre. Entrez! Salut les filles! Salut! Ça a l'air de bien résonner par ici. On va commencer notre pause? Ça marche! Alors, on va... Attendez jusqu'à la fin. Alors, on va vous demander, donc, dans cette vidéo, par quel moyen un petit peu original on a explicité notre raisonnement clinique. Alors, il y en a qui savent déjà un petit peu. Je vais laisser les autres faire des bibliothèques. Les images de la bibliothèque, ça peut permis. Ouais. Du coup, ça pourrait s'appeler comment ça? Je l'ai entendu. Et c'est un chocolat. Alors, mais vous pouvez y aller sur les chocolats et ça. Mais pas en première. Finalement, qu'à de mauvaises réponses, vous pouvez manger des. Vous êtes trop fort, c'est bien de la métaphore. Donc, dans les définitions classiques de la métaphore, c'est une figure de style dont le principe est d'associer un terme à un autre qui appartient donc à un champ lexical complètement différent, qui permet d'accéder en fait à un mode de communication un peu plus symbolique, de structurer la pensée et de faciliter l'émergence, la verbalisation de représentations, même celles qui ne sont pas forcément explicites. Dans l'étude dont on s'est inspiré donc, pour vous animer cette pause pédagogique, c'est le cadre conceptuel de Lakoff qui a été utilisé, où la métaphore n'est pas une expression linguistique, mais elle met en relation des domaines conceptuels. Autrement dit, il ne s'agit pas forcément de langage, mais plutôt de pensée. Nous vous invitons à utiliser ce original pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez donc flasher ce QR code ou aller directement sur le site de WooClap et rentrer le petit code d'événement qui est inscrit sur la droite. Donc ensuite, on affichera donc la page de WooClap. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire le code, il sera de nouveau affiché sur la diapositive suivante. Vous pouvez utiliser téléphone ou ordinateur, à votre convenance. Donc, voilà, au cas où, donc, le petit code est au-dessus, MAZQA. Et là, on va vous demander d'expliciter donc, par une métaphore, la métaphore que vous, également, vous voudriez utiliser pour vous, votre raisonnement clinique face à un patient qui atteint, donc, qui souffre de multimorbidité, qui est polypathologique. On va vous laisser quelques petites minutes. Alors, donc un arbre de Noël, peut-être pas toutes les décrire, mais un puzzle, une map, une peinture abstraite, un Mikado, des dominos. Il y a plusieurs maps, plusieurs puzzles, plusieurs tirs. Ouais. Colombo, un détective partout, ouais. Et Sherlock Holmes. Un disque dur à plusieurs fichiers, le système solaire, qui va avec l'atomium de Bruxelles, un maillage, un autobus, un thé de musique, un labyrinthe, c'est excellent, une gare ferroviaire, un Tetris, un centre commercial, c'est moi c'est Noël. Très bien. Une gare ferroviaire. Vous avez effectivement été très créatif. Oui. En fait, là maintenant la question va se poser, la créativité c'est génial, mais à quoi ça sert en fait d'utiliser les métaphores pour justement expliciter le raisonnement clinique? À quoi ça nous aide en tant que
en tant que professionnel de santé. Et pour répondre à cette question, nous allons vous demander de repartir en 4 groupes selon vos étiquettes que vous avez reçues au début. Vous avez 10 minutes pour répondre à cette même question. Et on vous demandera aussi de choisir pas désigner un la prochaine, c'est de vous réchauffer un petit peu. Il y a des petits biscuits là. Je vous la donne. En fait, toi, tu aurais bien la métaphore de la vie. Tu peux commencer à rapporter ton groupe. Ok, alors pour notre groupe, on a dit explicitation toujours. C'est ça, expliciter ce qui se passe dans nos têtes, même si c'est écrit dans la question. Et dans explicitation, on avait aussi la notion de concrétiser ou rendre plus concret quelque chose d'abstrait, avec aussi la notion de simplification. Et l'idée, c'est de comprendre le chemin pris éventuellement par l'autre pour pouvoir l'aider s'il s'interroge. Et donc l'autre, ça peut être l'étudiant ou ça peut être un collègue. On s'est situé sur l'interpro, on a décidé de rester dans ce champ-là. Comprendre également l'existence du coup, de différentes perceptions. Et l'idée de montrer des connexions entre les différents problèmes du patient pour avoir une perception globale et une perception de la complexité. Pardon, juste avant, tu as dit quoi? Comprendre l'existence des différentes perceptions. D'accord. Ça va être patient. Patient, si on a dit montrer les connexions entre les différents problèmes du patient. Ce qui au final permet d'avoir une perception globale et une perception de la complexité. Une perception globale de la complexité. Et du coup, on en revient à la complexité perçue. Bon, pardon. Il y a un truc. En gros, on a dit que c'était un outil finalement de compréhension et de communication qu'on pouvait utiliser selon le niveau d'expertise. Du novice, si on est plus expert, ça nous permet peut-être de mieux communiquer ou mieux comprendre. Donc au final, on a changé notre métaphore, ou du moins on l'a affiné et partagé comme un mi-cadeau. Parce que finalement, tout s'entrecroise, et si on prend mal la mauvaise pièce, et ben, tout peut s'effondrer. Des médecins généralistes. Eux, ils sont axés sur les médecins généralistes. Nous, on s'est permis d'élargir aujourd'hui un petit peu. Voilà. En soi, c'est une étude ancillaire, c'est-à-dire qu'à la base, il est né. Après, en 2021, l'équipe suisse avait fait une étude sur le raisonnement clinique, et à la fin de cette étude, dans leur conclusion, ils ont vu qu'il y a énormément de métaphores qui apparaissaient. Ils ont voulu voir d'une manière un peu plus profonde qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, et surtout voir les enjeux relatifs à l'implication de la métaphore dans le raisonnement clinique longitudinal. Alors du coup, dans cette étude, l'échantillon, c'était 9 médecins généralistes âgés de 34 à 59 ans. Il y avait 5 femmes et 4 hommes. Et ils exerçaient tous à Genève, dans le milieu ambulatoire. Et donc, ils ont fait un échantillage intentionnel sur les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc en fait, il fallait qu'il y ait au moins 10 ans d'expertise clinique. Pas d'expertise, d'expérience clinique, et il fallait qu'ils aient participé au cours des 5 dernières années à un atelier sur la supervision du raisonnement clinique, pour qu'ils ne soient pas complètement perdus par rapport au discours. Donc c'était une approche méditative, ils ont fait des entretiens semi-directifs menés à l'aide d'un guide d'entretien. C'est des entretiens en face à face
Alors, dans le guide d'entretien, ils ont demandé, enfin, dans les questions, ils ont demandé de raconter le raisonnement quand ils suivent des patients souffrant de multimorbidité. Et puis, ils ont demandé d'expliquer comment ils pensent dans les situations cliniques évoquées. Alors, pour analyser les métaphores, puisque en fait, dans un premier temps, ils ont fait la première étude, et puis après, en regardant les verbatims, ils se sont dit, ah, mais il y a plein de métaphores qui sont là. Et donc, ils ont dû faire une analyse systématique des métaphores selon la méthode de Schmitt. Et donc, dans un premier temps, ils ont récolté les métaphores utilisées par la population cible. C'est-à-dire qu'il a été nécessaire d'identifier les métaphores qui sont issues de la culture de la communauté, d'accord, pour limiter les biais dans l'analyse. Donc en fait, ils ont d'abord fait un groupe de discussion avec des focalisés. Voilà, il y avait assez peu d'informations dessus dans l'article, mais en tous les cas, voilà, ils ont d'abord fait un premier groupe pour avoir une idée des représentations. Ensuite, ils ont identifié les propres métaphores des chercheuses pour réduire la subjectivité de l'analyse. Ensuite, ils ont identifié et codé toutes les métaphores. D'abord, elles ont identifié et codé les métaphores par 3 chercheuses, et ensuite elles ont discuté des points communs et des divergences pour se mettre d'accord. Et puis, pour finir, ils ont organisé les métaphores dans les tables métaphoriques, c'est-à-dire qu'ils ont analysé de manière systématique les métaphores et ont tenté de reconstruire des schémas de pensée, d'action et de raisonnement. Voilà, et de langage également. Voilà, en gros, Et donc, il y a 7 thèmes métaphoriques en fait, qui ont émergé de cette étude. Alors, certains médecins généralistes, pour expliciter leur raisonnement clinique face aux patients en situation de multimorbidité, disaient que c'était comme une construction, avec un processus qui se faisait étape par étape. Une boîte à outils qui pouvait être utilisée aussi en collaboration avec d'autres professionnels. Et comme ça a été dit aussi un petit peu dans les groupes, avec une construction qui finalement est quand même assez fragile chez ce type de patient, un équilibre qui est précaire et souvent menacé. D'autres imaginaient ça comme un puzzle ou un sudoku, comme ça a été également dit plusieurs fois par plusieurs d'entre vous. Donc là, il y avait cette notion de stratégie, de résolution de problèmes complexes, avec plusieurs chemins finalement pour arriver à une solution, mais chaque praticien qui avait son propre chemin pour arriver à cette solution. Et certains évoquaient la satisfaction cognitive qu'ils pouvaient éprouver lors de la résolution de problèmes dits complexes. D'autres encore, vous voyez ça comme une histoire avec quelqu'un. Donc ils insistaient en fait sur le lien fort qui existe entre les médecins généralistes et leurs patients, avec une ambivalence sur des aspects positifs et parfois négatifs aussi lorsqu'il y a une trop grande proximité. Certains faisaient aussi le parallèle avec une mélodie, ça avait été dit, je crois que quelqu'un avait dit jouer une musique. Donc la mélodie de la maladie qui est connue, mais finalement chaque clinicien il doit adapter son propre tempo sur le rythme du patient. Le parallèle pouvait aussi être fait par d'autres médecins avec l'Odyssée, donc un long périple qui parfois pouvait être décourageant, ponctué de succès, mais avec parfois quelques obstacles lors de ce long voyage. Alors là, il s'agissait de courtes orientations avec plusieurs pistes qui pouvaient être prises, avec encore une fois pas mal d'obstacles. Alors ils insistaient sur le fait qu'il fallait aussi expliquer que ces obstacles pouvaient arriver, donc il fallait l'expliquer aux patients, et que les obstacles parfois pouvaient aussi bien venir des médecins que des patients. Et cette notion aussi d'interprofessionnalité sur le fait que finalement un autre professionnel de santé pouvait parfois nous aider à nous réorienter dans le parcours. Et enfin, alors il y avait la peinture abstraite. Effectivement, c'est comme regarder un tableau. Ça, c'est quelque chose ici qui était ressorti, certaines métaphores, avec l'idée qu'il fallait prendre le temps d'observer la situation dans sa complexité
que finalement il y avait une demande sur laquelle il fallait se centrer, mais que parfois on avait besoin de prendre du recul pour avoir vraiment la vision globale du patient. Et donc cette étude a même bien sûr des discussions, les discussions qui se portent autour des points communs entre les métaphores qui ont été arrivées. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que la démarche longitudinale auquel on y accède, finalement, elle passe par les différentes étapes assez difficiles de raisonnement clinique, mais qui, à la fin, elle s'amène là où ce qui importe le plus, c'est apporter un soutien, apporter un plus pour la qualité de vie du patient et pas forcément le diagnostic. Ça, on parle en médecine générale. C'est un processus très complexe qui nécessite une analyse réflexive importante. Et puis, par contre, les difficultés à rencontrer, c'était surtout la gestion des émotions, parce que les personnes qui ont participé se sont rendues compte qu'il y avait aussi, ils ont ressenti de la frustration, de l'angoisse, d'un sentiment d'impuissance. Et ça, c'était assez intéressant de le voir apparaître dans les métaphores auxquels ils ont accédé. Et donc dans chaque... il y a eu des métaphores aussi où c'était plus spécifique, notamment pour la complexité grâce à l'expertise et à l'enrichissement des structures cliniques. Donc ça, c'était... ça se retrouvait surtout dans les métaphores en lien avec la construction, avec le sudoku et le puzzle. Et c'est vraiment une métaphore qui est centrée sur le clinicien, finalement, et sur son besoin, son plaisir de résoudre des cas, de résoudre des situations complexes. Donc voilà. Il y avait aussi dans certaines métaphores, notamment dans celle de la courbe d'orientation, le fait l'importance pour le clinicien de valoriser son raisonnement clinique et de l'expliciter, parce que dans la courbe d'orientation, c'est finalement le patient il est dans la course et le clinicien lui il est un peu comme un coach. Voilà, et donc il va expliciter, il va expliquer comment il faut faire. L'implication du patient et sa participation au raisonnement du clinicien, ça intervient justement dans la courbe d'orientation aussi, mais aussi dans l'odyssée et dans le tableau, parce que finalement, même quand on est dans le tableau, on va prendre du recul. Donc là, quand on prend du recul et qu'on est deux à prendre du recul sur un tableau, on va pouvoir en discuter plus facilement aussi. Et puis, l'implication des autres professionnels, en fait, dans le raisonnement clinique collaboratif, c'était surtout dans la construction, la courbe d'orientation aussi, et dans le tableau, puisque alors pour la construction, en fait, ils voyaient un peu ça comme une boîte à outils, et finalement, quand on raisonne, on va aller chercher d'autres professionnels qui vont venir nous aider à construire. Pareil, dans la courbe d'orientation et dans le tableau, on va pouvoir faire. Voilà. Et donc, quelles sont les forces et les limites de cette étude? Alors, il y a d'une part la subjectivité quand même de l'analyse des métaphores, alors comment est-ce qu'ils ont relevé le défi? Donc les chercheuses, elles ont pris un regard pluridisciplinaire, aussi bien le regard de chercheur, mais aussi le regard de clinicien. Elles ont utilisé du coup la méthode d'analyse de Schmidt que je vous ai présentée avant, et puis elles ont tenu un journal de bord très précis pour en fait enlever un peu de subjectivité. On peut se poser la question de la transférabilité des résultats, vu que finalement, là les métaphores elles sont très liées à la culture suisse, voire la culture genevoise, vu que c'était des cliniciens qui étaient vraiment à Genève. S'ils faisaient l'étude ici, ce serait peut-être différent, s'ils faisaient l'étude au Québec, ce serait peut-être encore différent. Deux sujets. Pardon. En disant on a un sujet suisse et un sujet. C'est vrai. Mais bon, il y a Fribourg, tu vois. Mais finalement, l'interprétation des métaphores dépend de la formation, de l'expérience et de la culture du lecteur et de la lectrice. Donc ça, c'est vrai que ça reste un peu une limite dans l'étude. En conclusion, l'utilisation de la métaphore, donc c'est quand même une méthode qui est plutôt innovante en éducation médicale, qui permet de mettre en évidence différents enjeux, comme on l'a dit avant, donc le raisonnement, et comme vous l'avez très bien dit avant aussi, le raisonnement partagé avec le patient, mais aussi collaboratif en interprofessionnalité, la complexité, la richesse du raisonnement clinique en contexte d'incertitude,
et la nécessité d'expliciter le raisonnement longitudinal. Et pour les praticiens, il pourrait y avoir donc un intérêt qui est d'augmenter leur satisfaction et leur confort clinique et d'enrichir la qualité de l'enseignement et de leur supervision. Questions, commentaires et Alors, on vous Parce qu'on a choisi. on l'avait vu. Voilà, on vous remercie vraiment pour votre attention. Surtout là, entre 13 et 14 heures, ça réduit notre pause déjeuner, tout ça. Mais merci beaucoup. Et la chaleur de la salle. Et la chaleur de la salle. Il fait plus chaud. Enfin, en tous les cas, pour moi, il fait un peu plus chaud maintenant que ce matin. Pour nous, voilà. Pourtant, vous avez regroupé là, ça va. Et on espère que, évidemment, les métaphores et leurs intérêts résonneront longtemps en vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Merci.